Alors, je disais que pendant la réponse immunitaire, vous avez beaucoup de facteurs qui interviennent. Vous avez ce qu'on appelle des facteurs cellulaires, et ces mêmes cellules vont sécréter ce qu'on appelle des facteurs ou des médiateurs chimiques. Alors, dans la réaction immunitaire, c'est surtout des cytokines. Alors, actuellement, il y a beaucoup de projets sur ces cytokines, notamment dans le traitement des cancers. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, parmi les cellules, je disais, vous avez les lymphocytes, les plasmocytes, les macrophages, les monocytes, les polynucléaires et eosinophiles. Tout ça va intervenir à différents stades de la réaction immunitaire. Et plus ça dure, plus vous avez beaucoup de cellules qui interviennent. Alors, ici, vous avez quelques exemples. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une coupe d'une peau. Ça, c'est un revêtement cutané. On le reconnaît par ces différentes couches. Et là, vous avez ici l'épithélium. Vous regardez ici quelques cellules un peu bleutées, monomorphes. On les voit très bien ici, au niveau du derme réticulaire. Elles montent même au niveau de l'épiderme. Ça, c'est des lymphocytes. Alors, on peut faire la différence entre un lymphocyte et un plasmocyte, mais c'est difficile de faire la part entre lymphocyte T et lymphocyte B. Hein. Voilà, ça c'est des plasmocytes. On les reconnaît aussi généralement avec un cytoplasme très éosinophile. Et vous avez le noyau qui ira parfois, vous pouvez vous rapprocher. Hein. Vous avez ici un noyau avec 3 nucléos, ce qu'on appelle une chromatine en rayon de roue. Ça, sur le microscope, on peut faire facilement la part entre un plasmocyte et un lymphocyte. Ça aussi, hein, quelques exemples du monocyte avec un cytoplasme granulaire basophile. Le lymphocyte, regardez, généralement, il n'a pas de cytoplasme. Ici, sur une autre coupe, on peut aussi reconnaître le macrophage. Vous avez aussi les mastocytes ici avec un cytoplasme généralement un peu orangé. Et ça, c'est les polynucléaires éosinophiles. C'est un noyau trilobé avec un cytoplasme très éosinophile. D'où le nom de polynucléaire éosinophile. Tout ça, c'est intéressant parce que dans les réactions immunitaires, on les voit bien. Alors, on va entamer maintenant le chapitre, ce qu'on appelle les maladies par hypersensibilité. Alors, tout ce qui est réponse immunitaire anormalement importante va conduire à ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité. Alors, vous avez déjà 4 types. On va les détailler tout à l'heure. Mais c'est très important parce que généralement, ça se déclenche si le patient est déjà sensibilisé. Déjà au contact, par exemple dans les hypersensibilités de type 1 allergique, il doit y avoir un premier contact, une première sensibilisation. Ensuite, les cellules, elles sont déjà préparées à d'éventuels deuxièmes contacts. Donc ça, c'est très important. Alors, vous avez les 4 types ici, elles sont bien énumérées. Vous avez le type 1, c'est une réaction d'hypersensibilité immédiate ou allergique. On va voir tous les facteurs qui interviennent. Vous avez le type 2, ce qu'on appelle des anticorps cytotoxiques. C'est-à-dire, dans les réactions immunitaires, vous avez une production d'anticorps cytotoxiques qui vont se déposer sur des membranes et vont finir par léser la cellule. On va voir quelques exemples, comme l'anémie hémolytique du nouveau-né. Généralement, ça se manifeste comme ça. Vous avez des anticorps cytotoxiques qui vont se déposer et aboutir à ce qu'on appelle une hémorragie brutale. Vous avez le type 3. Type 3 aussi, c'est une réaction d'hypersensibilité liée au dépôt de complexes immuns, antigènes-anticorps, qui vont se déposer sur des membranes. Vous avez les classiques glomérulonéphrite, par exemple. Hein. Généralement, c'est lié à des complexes immuns. Par exemple, une infection au streptocoque. Vous avez une importante infection qui dure. Donc, formation de complexes anticorps antigènes. Vous avez déclenchement du système de complément. Tout ça se déclenche de façon anormale et exagérée.
ça finit par se déposer au niveau des membranes et tout ça se manifeste par l'installation d'un tableau de glomérulonéphrite. C'est un exemple, hein. On verra tout à l'heure d'autres exemples. Et vous avez le type 4, ce qu'on appelle l'hypersensibilité retardée. Généralement, ça fait intervenir surtout les lymphocytes. Voilà, c'est une réaction cellulaire lymphocytaire. Ça, on le voit surtout dans la tuberculose. Voilà, l'hypersensibilité de type 4, elle est impliquée dans les réactions tuberculeuses. On va voir aussi dans certains types de dermite de contact, d'eczéma. Tout ça, c'est lié à une réaction récurrente et anormale et qui fait intervenir surtout les lymphocytes T. D'où le nom de retardé. Alors, on commence par l'hypersensibilité immédiate ou l'hypersensibilité de type 1. Ça, généralement, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'allergie. Donc, tout ce qui est allergique, ça fait intervenir les réactions d'hypersensibilité de type 1. Donc, souvent au deuxième contact. Donc, au premier contact, c'est la sensibilisation de l'organisme. Et vous avez aussi, surtout, des macrophages qui vont informer, c'est plutôt les lymphocytes qui vont informer les macrophages. Et les macrophages, il y a ce qu'on appelle aussi, qui vont, sous l'influence de facteurs cytokiniques, vont informer des cellules, ce qu'on appelle des lymphocytes mémoire. Donc tout ça va enregistrer la réaction ou la réponse du premier contact, et dès l'apparition d'un second contact, vous avez le déclenchement d'une réaction d'hypersensibilité immédiate. Ça, c'est un phénomène très courant dans plusieurs pathologies. Le classique choc anaphylactique, par exemple, le patient, vous lui administrez une dose de pénicilline injectable, sans que vous soyez au courant que le patient est sensible ou allergique, vous avez une réaction immédiate, type choc anaphylactique. Donc, surtout en matière de médicaments, il faut être très très vigilant. Vous avez l'œdème de Kuhn, c'est pareil, une piqûre d'insecte, une piqûre d'abeille, et ça finit par l'installation d'un œdème de Kuhn. Et vous avez tout ce qui est urticaire, asthme bronchique, rhume, tout ça. Même les gastrites aiguës post-médicamenteuses, l'injection caustique, tout ça. Ça donne des phénomènes d'hypersensibilité immédiate. Ça, c'est facile, hein. Donc, sur le plan physiopathologique, là je vous ai pris un petit exemple. Donc vous avez un allergène, quel que soit le type. On peut prendre ici le pollen. On peut aussi prendre ce qu'on appelle un aptène, c'est-à-dire une molécule liée au médicament qui donne une réaction allergique. Et là, vous avez le premier contact, toujours, c'est avec un macrophage. Bien sûr, donc vous avez le macrophage qui sécrète l'interleukine, surtout l'interleukine 1. Vous avez une sensibilisation des pré-lymphocytes T qui vont se transformer en plasmocytes et qui vont synthétiser les anticorps. Ça, vous savez, hein, les plasmocytes, c'est eux qui sont responsables de la synthèse et la sécrétion des anticorps. Et vous avez aussi une sensibilisation des lymphocytes T qui vont eux-mêmes sécréter d'autres types d'interleukines qui vont encore sensibiliser les prélymphocytes, et tout ça pour la synthèse et la sécrétion d'anticorps qui vont se fixer sur l'antigène et qui vont aboutir par la phagocytose. Ça, c'est un mécanisme classique dans les hypersensibilités immédiates. Alors ça, c'est l'exemple de l'œdème de Kuhn, hein, suite à l'injection, un choc anaphylactique suite à l'injection de pénicilline. Et si vous faites une endoscopie, si on fait une endoscopie, regardez, vous avez déjà un aspect très tuméfié, très œdémateux. Ça risque de limiter ou d'obstruer le conduit respiratoire, tout à fait. Donc ça peut avoir une issue vraiment fatale, hein. Vous voyez, donc une simple allergie peut finir par donner quelque chose de très brutal, de très grave. Là, par exemple, dans les réactions d'hypersensibilité de type 1 sur le plan pratique, on peut les détecter
Et là, généralement, vous trouvez ça surtout dans les cabinets d'allergologues ou de pneumologues qui font généralement ça. Ils ont à leur disposition des produits allergiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà, des produits qu'on va injecter au niveau du bras du patient. Et dès qu'il y a une réaction exagérée, on peut détecter l'agent pathogène. Parce que une fois l'hypersensibilité allergique détectée et diagnostiquée, il va falloir donner un traitement, un suivi. Donc c'est très important de connaître l'origine de la réaction allergique. Donc, et ça, c'est un examen clinique qui se fait dans les cabinets où on détecte la réaction allergique et on précise le type d'allergène, comme ça, pour engager une prévention. Parce que le traitement ne suffit pas si la réaction allergique est tout le temps là. Surtout chez les patients asthmatiques, allergiques à un agent particulier. Donc, il faut absolument le mettre en évidence pour essayer d'entamer une prophylaxie. Ah, ça, c'est une réaction, c'est un asthme bronchique, bien sûr sur pièce ou sur biopsie ou sur une pièce de nécropsie, de médecine légale. Si vous faites des prélèvements au niveau pulmonaire, vous pouvez par exemple tomber, là ce que vous voyez ici, c'est une branche, voilà, branche tapissée par un épithélium de type respiratoire. Vous avez ici sa musculeuse. Et si on y va au fort grossissement, on détecte des éléments inflammatoires. Il faut toujours essayer de préciser de quel type. Et si on regarde bien, ils sont un petit peu orangeophiles. Vous avez ici un noyau un petit peu trilobé. C'est des polynucléaires eosinophiles. Donc tout ça permet de nous dire qu'il s'agit probablement d'un asthme bronchique, au moins d'une réaction bronchique à quelque chose. Si vous voyez un mélange de polynucléaires eosinophiles et de lymphocytes, ça veut dire que c'est quelque chose de chronique sur lequel s'est greffée une bronchite ou bien une réaction aiguë. Vous voyez, donc on peut nous-mêmes sur le plan anatomopathologique parfois préciser qu'il s'agit d'une réaction allergique à quelque chose. C'est pareil aussi pour les biopsies gastriques. On vous envoie une biopsie gastrique, vous voyez une réaction inflammatoire riche en polynucléaires eosinophiles, il faut soulever le diagnostic de quelque chose d'allergique, peut-être à quelque chose de médicamenteux. Si on vous dit que le malade prend un médicament, un anti-inflammatoire, vous tombez sur une gastrite riche en polynucléaires, vous essayez de soulever l'hypothèse d'une gastrite allergique. Auquel cas, bien sûr, il faut répondre au patient, il faut qu'il arrête son traitement, ou bien il faut que vous le modifiez. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle, un autre exemple, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le classique SRAS. C'est pareil aussi pour le Covid. Ça se manifeste comme ça. Ce que vous voyez ici, ce sont des alvéoles pulmonaires, voilà, avec un espace clair vide, là où circule l'air. Et là, déjà, cette paroi, elle est pratiquement cachée par un infiltrant inflammatoire très riche en polynucléaires, surtout eosinophiles. Et là, vous pouvez poser le diagnostic d'une réaction inflammatoire aiguë sévère. Bien sûr, vous n'allez pas dire il s'agit du Covid ou du SRAS. Vous dites les éléments sur le plan anatomopathologique et après, on corrèle l'ensemble dans un contexte. Ça, on a terminé avec l'hypersensibilité de type 1 allergique, classique. Et là, on passe à ce qu'on appelle l'hypersensibilité de type 2 ou l'hypersensibilité à anticorps cytotoxiques. Là, c'est l'organisme qui réagit en sécrétant des anticorps toxiques pour les cellules de l'organisme. Alors, je vous ai cité ici quelques exemples de pathologies. Vous avez l'anémie hémolytique, vous avez les maladies hémolytiques du nouveau-né, ça c'est connu, et le syndrome de Goode-Pasture. Alors, le mécanisme est connu, Donc, vous avez une synthèse importante d'immunoglobulines G ou M.
ces mêmes anticorps aux immunoglobulines vont se déposer sur des surfaces cellulaires de l'organisme, par exemple le globule rouge pour les anémies hémolytiques ou bien les membranes basales dans le syndrome de Gould-Pasture au niveau rénal. Donc ils vont se déposer, ils vont être extrêmement toxiques, lisent de la cellule, et donc ça finit par donner un tableau un petit peu dramatique, notamment pour les anémies hémolytiques du nouveau-né. Donc une lyse des globules rouges, c'est une catastrophe. Voilà, une fois l'anticorps fixé sur les membranes, sur le globule rouge, il y a immédiatement sécrétion d'interleukine. Donc les macrophages vont intervenir et les macrophages vont phagocyter les cellules normales de l'organisme. Donc tout ça, c'est un mécanisme qui se retourne contre les cellules de l'organisme elles-mêmes. Alors les conséquences, donc une fois entrés en action des macrophages, ils vont phagocyter l'ensemble et ça finit par donner une cytolyse, une lyse cellulaire, ce qu'on appelle cytotoxique. Ça se voit surtout, c'est classique, dans les incompatibilités, surtout du groupe Rhésus. Donc quelqu'un qui a un groupe A, vous lui injectez du B, synthèse massive d'anticorps, ils vont se déposer sur les globules rouges, les macrophages vont intervenir, lyse des cellules. C'est ça le problème des incompatibilités Rhésus ou HLA, tout ça. Oui? Je vous entends pas du tout. Voilà, tout à fait. Et c'est le même mécanisme, on va voir tout à l'heure, qui intervient aussi dans le rejet de greffe. C'est par le même mécanisme. Alors, on va voir aussi, donc je disais tout à l'heure, les réactions transfusionnelles, les anticorps qui se déposent au niveau des membranes basales dans le syndrome de Gould-Pasture, qui se manifeste généralement par des glomérulonéphrites, mais souvent dans un tableau plus global de maladies auto-immunes. Et vous avez aussi certains anticorps qui se déposent sur les antigènes de surface d'une cellule normale. C'est par exemple la maladie de Basedow. Alors la maladie de Basedow, généralement, se voit chez les sujets jeunes, généralement. Vous avez sur le plan clinique une hyperthyroïdie. Donc si vous faites le dosage de T3, T4, ils sont importants. Et généralement, c'est des anticorps qui sont synthétisés de façon anormale parce que c'est une maladie auto-immune. Ils vont se déposer sur la surface des cellules, des vésicules thyroïdiennes. Et là, ça finit par un petit peu inhiber l'action des hormones centraux, la TSH. Donc la TSH sensibilise pour la sécrétion, mais la cellule fonctionne plus ou moins. Et donc vous avez une élévation des T3, T4. Parce que le système de feedback et de contrôle ne marche plus. Parce que normalement, quand les anticorps T3, T4 s'élèvent, la TSH, elle s'élève aussi pour les faire baisser. Il faut que ça soit toujours sur un fond de contrôle, de feedback. Voilà, dès qu'il est rompu, donc la cellule n'est plus sensibilisée, donc une sécrétion importante. Et sur le plan histologique, c'est facile aussi de le voir, on va voir tout à l'heure l'exemple. Alors ça, c'est aussi un exemple, la maladie de Gould-Pasture. Vous avez dépôt d'anticorps au niveau des membranes. Et si vous regardez ici, ça c'est un glomérule, ça c'est les tubes, donc c'est ça le parenchyme rénal. Et là, vous avez ici une réaction cellulaire importante, ce qu'on appelle aussi une oblitération de l'espace glomérulaire, une compression du capillaire. Le sang n'est pas filtré correctement, et là c'est l'installation d'une glomérulonéphrite chronique qui va finir par, qui se termine par l'installation d'une insuffisance rénale terminale. Ici on fait ce qu'on appelle l'électrophorèse, l'immunofluorescence. Alors c'est une technique pour, regardez, ça met en évidence les dépôts ici colorés en jaune-vert au niveau des membranes. Ça donne une lumière verte-jaune au microscope fluorescent. Ça nous permet aussi de poser le diagnostic d'une glomérulonéphrite chronique, probablement
Donc c'est lié à des dépôts d'anticorps au niveau des membranes. Ça, c'est la maladie de base d'eau, je vous ai dit tout à l'heure. Donc elle se manifeste par une réaction d'hypersensibilité de type 2, donc des anticorps cytotoxiques qui attaquent les récepteurs. Donc anticorps anti-récepteurs. Sur la surface, vous avez les récepteurs des hormones, T3, T4 ou autres. Et sur le plan histologique, pour nous, le diagnostic est facile, surtout quand le contexte clinique, ils vous disent sur la fiche que vous avez une hyperthyroïdie, donc c'est un goitre avec une hyperthyroïdie. Vous avez ici un aspect histologique, une accentuation de la lobulation. Vésicules ici, elles sont pâles, donc c'est des vésicules qui sécrètent, qui sont en hyperfonction. Donc la colloïde, elle devient pâle, elle devient kystisée. Contrairement où le goitre mono ou euthyroïdien, là vous avez plutôt des vésicules avec une colloïde très homogène. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est des réactions inflammatoires. Regardez ici, ce qu'on appelle une thyroïdite lymphocytaire. Ça permet aussi de mieux, c'est-à-dire corréler ça avec sa clinique. Effectivement, il s'agit bien d'un goitre basoïdien. Alors maintenant, l'hypersensibilité de type 3, ou bien l'hypersensibilité liée au dépôt de complexes immuns circulants. Donc, à l'état normal, généralement, ils sont éliminés par phagocytose. Donc, ils existent. Hein. C'est un phénomène de réaction immunitaire lié aux complexes immuns circulants. Ça existe à l'état normal, mais souvent avec un contrôle lié à leur élimination par phagocytose. Dès que devient anormal, en excès, donc ils finissent par se diriger contre l'ADN de la cellule normale. Alors vous avez ici l'exemple des glomérulonéphrite aigus par dépôt de complexes immuns antigènes anticorps suite à une infection bactérienne liée au streptocoque. Alors regardez ici, vous avez beaucoup d'éléments inflammatoires qui se développent ici au niveau, ça c'est le glomérule rénal, ça c'est les tubes rénaux, et là vous avez un infiltrant inflammatoire, vous avez des polynucléaires, vous avez des lymphocytes, vous avez un contexte clinique avec le dosage lié, donc on fait ce qu'on appelle, j'ai oublié leur nom, donc, dans les réactions, dans les glomérulonéphrite suite à une infection streptocoque. Donc, on peut, après, réaliser ce qu'on appelle aussi l'immunofluorescence. On va essayer de mettre en évidence les dépôts des anticorps. Ce que vous voyez ici, ça donne un aspect ici en cadre, jaune, vert, à la lumière fluorescente. Alors qu'à l'état normal, vous n'avez pas ça. Cette lumière jaune-verte, à l'état normal, vous ne la voyez pas. Dès qu'il y a des dépôts et vous faites la technique, vous allez voir que ces dépôts dessinent le contour de tout le glomérule. Et enfin, quatrièmement, vous avez l'hypersensibilité retardée, ou bien ce qu'on appelle aussi à médiation cellulaire. Ça, c'est très important parce que ça met en jeu plutôt les macrophages et les lymphocytes T. Voilà, les lymphocytes T interviennent dans tout ce qui est processus inflammatoire retardé. Contrairement à la réaction allergique, vous avez vu que c'est surtout les polynucléaires et eosinophiles. Et vous avez aussi l'intervention des macrophages. Donc, une fois les macrophages mobilisés, elles vont présenter donc l'antigène aux lymphocytes T. Donc, c'est les lymphocytes T après qui seront mobilisés. Et les lymphocytes T vont sécréter de façon importante toujours les cytokines et les interleukines, et ça va finir par le recrutement, prolifération, différenciation des cellules inflammatoires. Donc tout ça, c'est un phénomène très exagéré. Et après, vous avez la lyse des cellules par perforine, qui déclenche un phénomène de mort cellulaire par apoptose. Donc c'est un phénomène lent et qui fait intervenir surtout les macrophages et les lymphocytes T.
Alors, il y a aussi quelques exemples ici que je vous ai énumérés. Et ces pathologies ou ces affections font intervenir les hypersensibilités de type 4. Donc vous avez la tuberculose, c'est un exemple classique d'hypersensibilité de type 4. Vous avez les dermites de contact, l'eczéma. Vous avez la maladie d'Hashimoto également. Et surtout, l'autre exemple le plus courant, c'est le rejet de greffe. Toutes ces pathologies font intervenir les réactions d'hypersensibilité de type 4, donc macrophages et lymphocytes T. Donc il n'y a pas d'anticorps, hein. Contrairement à l'hypersensibilité de type 1, 2 et 3, il y a surtout l'intervention d'anticorps. Là, il n'y a pas d'anticorps. C'est les macrophages et les lymphocytes T qui vont entrer en action. Parce que celui qui sécrète les anticorps, c'est surtout le plasmocyte. Et là, je ne parle pas de plasmocyte, je parle de lymphocyte T. Alors ça, c'est l'exemple de la tuberculose. C'est classique. Sur le plan histologique, souvent, vous avez des adénopathies, par exemple, adénopathie cervicale ou adénopathie profonde. Il faut toujours suspecter la tuberculose parce qu'on est dans un pays endémique. Il faut faire une IDR à la tuberculine, c'est très important sur le plan clinique. Et lorsque vous avez une IDR à la tuberculine qui est anormale, vous faites une biopsie. Si vous avez par exemple un ganglion, vous faites une biopsie, nous on va l'analyser. Et la tuberculose sur le plan histologique, elle se manifeste par des granulomes épithélioïdes. Regardez ça aussi, c'est des cellules géantes. Et vous avez la nécrose caséeuse. Donc la tuberculose, c'est une pathologie classique où l'hypersensibilité retardée ou à médiation cellulaire intervient. Vous avez aussi les dermites de contact, ce qu'on appelle aussi dermites de contact ou eczéma. Regardez, c'est toujours des placards, des massifs. Généralement, ça évolue par poussière-émission. Vous avez même des vésicules. Et si vous faites, généralement, on peut faire une biopsie, hein, et on peut confirmer. Généralement, vous avez un infiltrant inflammatoire riche en lymphocytes. Et vous avez aussi d'autres arguments histologiques en faveur des dermites de contact. Ça, c'est la thyroïdite d'Hashimoto aussi. C'est lié à un mécanisme d'hypersensibilité retardé ou cellulaire. Sur le plan histologique, on a surtout un infiltrant inflammatoire quasiment exclusivement lymphocytaire, sous forme soit de follicules, soit de façon diffuse. Et vous avez aussi les vésicules, généralement, qui ont une inflexion oncocytaire, c'est-à-dire qu'elles sont riches en mitochondries. Donc, dès qu'on a un infiltrant lymphocytaire important au niveau thyroïdien, sous forme de follicules ou de façon diffuse, on peut soulever le diagnostic de maladie d'Hashimoto. Auquel cas, il faudra aussi le corréler sur le plan biologique par le dosage des anticorps Regardez ici. Donc si vous cherchez, vous avez surtout l'infiltrant inflammatoire. Ça, c'est pour les réactions d'hypersensibilité. On a cité quelques exemples. Je pense que vous allez encore les détailler en immunologie. Voilà. Mais là, on a insisté surtout sur le volet anapathe. Alors maintenant, c'est la pathologie de la transplantation. C'est aussi très important parce qu'elle fait intervenir aussi des mécanismes immunitaires. Donc généralement, le rejet de greffe, c'est une réaction de l'hôte qui va recevoir le greffon contre le greffon lui-même. Donc c'est une réaction généralement qui fait intervenir surtout les lymphocytes, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de rejet. Donc en fonction des cellules qui interviennent et en fonction aussi du temps. Donc vous avez les réactions de rejet hyper aigus. À peine quelques heures après la greffe, le malade fait du rejet. Vous avez ici les rejets subaigus. Donc vous avez les rejets de greffons suraigus, aigus
subaigu et chronique. Donc tout ça, c'est en fonction d'un laps de temps précis. Voilà, généralement, c'est le receveur qui va réagir contre le donneur. Voilà, pour faire simple et court. Alors, pour le rejet de greffe, généralement, ça peut être des rejets ou des réactions immunitaires, surtout, qui peuvent être locales ou générales. Donc, tout dépend du type de greffant. Et généralement, c'est lié à une incompatibilité quelque part. Vous savez très bien qu'avant de faire une greffe, il y a plusieurs étapes à suivre pour essayer de mettre en évidence une certaine compatibilité. Pas une certaine compatibilité parce qu'il faut généralement vérifier toutes les étapes. Je vous ai dit tout à l'heure, si l'incompatibilité est importante, le rejet il sera rapide et brutal. Et si l'incompatibilité elle est un petit peu mineure, là vous pouvez avoir un rejet plutôt chronique. Alors pour le diagnostic du rejet, donc si vous êtes par exemple chirurgien, vous faites une greffe rénale et là vous commencez à voir des signes de rejet. Là, il faut faire absolument des biopsies. C'est pas la clinique. Parce que sur le plan clinique, vous pouvez avoir des problèmes liés à la chirurgie qui n'ont rien à voir avec le rejet de greffe. Donc il va falloir vérifier le vrai rejet sur le plan biopsique. Généralement, on fait des biopsies avant le rejet de greffe. On peut les faire aussi pendant et après. Ça, c'est très important. Parce que une fois le malade greffé, c'est un malade qu'il faudra suivre à vie. On ne greffe pas une personne et on la lâche dans la nature. C'est clair. Parce que vous pouvez avoir, sur le plan opérationnel, le malade se porte très bien, quelques semaines, quelques mois, mais après quelques années, il peut y avoir des rejets à long terme. D'où l'intérêt de bien suivre le malade. Donc, il faut retenir que pour diagnostiquer le rejet, il faut absolument recourir à l'anatomopathologie. Alors, pour le mécanisme, généralement, ça fait intervenir les réactions d'hypersensibilité du type 4, c'est-à-dire que ça fait intervenir surtout les lymphocytes T et les macrophages. Généralement, vous avez ici la reconnaissance, par exemple, dans un rejet de greffe, la reconnaissance de l'antigène HLA. Donc, c'est le donneur, le receveur, qui va reconnaître le système HLA du donneur, du greffant. De classe 1, donc, sur les cellules dendritiques, c'est des cellules macrophagiques, du donneur, par les lymphocytes T CD8+, de l'hôte. C'est le rejet, généralement, ou les mécanismes le plus fréquents. Donc, vous avez surtout les lymphocytes T CD8 de l'hôte, donc celui qui va recevoir, il a ses propres lymphocytes T de l'organisme, qui vont essayer de reconnaître le système ou les antigènes HLA des cellules dendritiques du donneur. C'est ça le mécanisme, il faut absolument le connaître. Si vous avez un rejet où les anticorps interviennent, si vous avez une synthèse immédiate des anticorps, vous avez un rejet immédiat. Voilà, les anticorps vont se fixer sur les antigènes du greffant et vont déclencher une cytolyse brutale parce que c'est reconnu comme un organisme étranger. Il faut l'éliminer rapidement. Alors que dans le rejet aigu, rejet sur aigu, c'est quelques heures, pratiquement quelques heures. Alors que le rejet aigu, généralement, c'est quelques semaines, 3-4 semaines maximum. Regardez, ça c'est une greffe d'un organe, la greffe la plus courante et la plus réalisée. Ça c'est un rein. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe d'un parenchyme ou d'un rein. Vous avez ici la corticale, ce qui est en rouge, et ici, vous avez la mésulaire vasculaire. Regardez, c'est un rein qui est déjà anormal. Regardez, il est complètement infarci, il est très hémorragique. Vous avez ici quasiment un aspect noirâtre.
Donc, déjà, lorsqu'on nous envoie et on nous dit que c'était une greffe, et quand on regarde cet aspect macroscopique, on peut déjà dire qu'il s'agit vraisemblablement d'un rejet brutal ou aigu. Et sur le plan histologique, généralement, tout dépendra des éléments inflammatoires. Par exemple, si on trouve un mélange par exemple, de lymphocytes, regardez, vous allez avoir un mélange de lymphocytes ici, pratiquement que des lymphocytes, hein. Là où c'est dans l'hyper-aigu. Dans l'hyper-aigu, généralement, vous avez beaucoup de polynucléaires. Voilà, beaucoup de polynucléaires. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le suraigu, c'est surtout les anticorps qui vont sécréter de façon massive les anticorps, alors que dans le rejet aigu, vous avez l'intervention surtout des lymphocytes T cytotoxiques. Voilà, tout dépendra des éléments inflammatoires qui interviendront. Alors sur le plan histologique, regardez, ça c'est un glomérule rénal, et vous avez ici beaucoup de lymphocytes, voilà, au niveau du tube, et même au sein du glomérule. On peut recourir généralement aux anticorps, à l'immunohistochimie, pour les identifier. Est-ce que c'est vraiment des lymphocytes T, pas autres? Donc on fait généralement des anticorps pour identifier la nature exacte de ces éléments inflammatoires. Ici, ce sont des lymphocytes de T, donc c'est un rejet aigu. Et vous pouvez aussi avoir une réaction de rejet au niveau vasculaire, c'est-à-dire tellement les vaisseaux et tellement parce qu'il faut savoir que les lymphocytes T vont sécréter de façon très importante les cytokines et les interleukines, qu'ils ont un effet délétère sur le vaisseau, et là, ça aboutit à une sclérose ou une contraction brutale du vaisseau. Et là, le rejet peut être aussi par ce mécanisme vasculaire. Parce que c'est très important, quand vous greffez un organe, il faut que le sang circule de façon correcte. Dès qu'il y a un problème de rejet, c'est les vaisseaux qui vont se contracter sous l'influence de médiateurs chimiques sécrétés généralement par les lymphocytes T, et là, vous avez le rejet. Vous voyez, donc c'est très important, avant de greffer quoi que ce soit, de tout vérifier. Alors, la réaction du greffant contre l'hôte, alors là, c'est l'inverse. C'est celui qui va donner, qui va agresser celui qui va recevoir. Tout à l'heure, on a vu l'inverse. C'est-à-dire, quand on greffe personne, c'est la personne qui va rejeter le greffant. Ça, sur le deuxième mécanisme, vous avez une réaction du greffant contre l'hôte elle-même, contre le receveur. Par exemple, dans les greffes de moelle, donc c'est un exemple très classique, vous avez une greffe de moelle, donc vous allez ramener des cellules de la moelle que vous allez injecter dans la moelle de quelqu'un. Par exemple, des enfants par exemple qui sont traités pour des leucémies, une fois qu'ils subissent un traitement très lourd, avec beaucoup de drogue, de chimio, quasiment la moelle est vide. D'ailleurs, pour greffer, il faut vider la moelle. Voilà. Vous voyez, donc des chambres spéciales et tout, parce qu'il faut éviter toutes les infections. Et là, on va essayer de ramener de la moelle d'un donneur, considéré comme compatible, bien sûr. Et là, dès que vous greffez de la moelle, vous allez apporter des lymphocytes étrangers, des lymphocytes T. Donc celui qui va donner sa moelle va ramener avec lui ses propres lymphocytes T. Bien sûr, pour celui qui va recevoir, c'est des lymphocytes étrangers. C'est clair. Et là, vous allez avoir ces mêmes lymphocytes qui vont attaquer les organes du receveur. Ils vont se fixer sur les antigènes HLA et vont attaquer toutes les cellules de celui qui va recevoir. Donc pratiquement, on lui a pas réglé son problème. On lui a ramené un greffant, on va lui donner de la moelle qui va elle-même apporter des lymphocytes T qui va attaquer l'organisme. Vous voyez, donc c'est un mécanisme qui est assez délétère. Et généralement, les premières touchées, les cellules, surtout les cellules épithéliales. Voilà, ça touche surtout les kératinocytes, donc ça peut avoir vraiment un effet très grave sur tout ce qui est épithélial, tout ce qui est peau, tout ce qui est muqueuse. Donc tout ça va être extrêmement lésé. Vous allez avoir sur le plan clinique des anomalies sur le trouble digestif, voilà.
parce que le greffon, ces lymphocytes T vont attaquer les cellules du tube digestif. Tout ça, ça se manifeste. Donc, kératinocyte, vous allez avoir des manifestations cutanées, des manifestations aussi respiratoires ou pulmonaires. Vous allez avoir aussi des manifestations digestives. Tout ça, quand ça s'accumule, ça prouve qu'il s'agit d'un rejet. Vous avez une atteinte aussi des cellules biliaires, donc il peut y avoir un problème sur le bilan hépatique, et aussi les canaux extracteurs, tout ce qui est par exemple voie urinaire ou voie pancréatique. Donc tout ça, tout ce tableau, dans son ensemble, va vous orienter vers l'éventuel rejet de greffon. C'est le greffon lui-même qui va attaquer les cellules hôtes ou le receveur. Alors pour le diagnostic, c'est pareil. Que ce soit le greffon qui attaque le receveur ou bien c'est le receveur qui va rejeter le greffon, c'est toujours, il faut toujours recourir à une biopsie pour le prouver. Alors vous allez avoir des lésions d'endothélites, c'est-à-dire des lésions vasculaires liées au rejet. Vous allez avoir aussi une réaction très importante au niveau, par exemple, des canaux biliaires. Donc, vous pouvez avoir un bilan pancréatique. Donc, l'ensemble permettra de vous orienter vers un éventuel rejet. Et là, c'est très important quand on réalise ces gestes très, très spécifiques de greffe. Donc, le traitement immunosuppresseur. C'est ça l'intérêt du traitement immunosuppresseur dans les greffes. On va essayer absolument d'atténuer l'effet des lymphocytes T dans quel que soit le type de réaction, que ce soit l'hôte contre le greffon ou le greffon contre l'hôte. Il faut toujours faire les immunosuppresseurs et généralement c'est des traitements à vie. Donc c'est très important. Et c'est ça l'intérêt des immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer cette surréaction de l'hôte ou du greffon vis-à-vis de l'un ou de l'autre, qui vont essayer d'éliminer l'action de tout ce qui est lymphocyte T toxique. Vous voyez, donc on va essayer de faire cohabiter l'organisme avec le greffon ou le greffon avec l'organisme. Donc c'est ça et c'est très important. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un traitement à vie parce que vous pouvez avoir des rejets à long terme. Bien sûr, pour ne pas tomber dans le piège, il faut essayer de maintenir ces immunosuppresseurs à vie et de garder ce greffon le plus longtemps possible. Parce que c'est précieux. Quand vous greffez un rein, on ne trouve pas un rein comme ça au bout de couloir. C'est quelque chose de précieux, donc il faut le greffer greffer. Il faut surveiller à long terme de manière stricte. Alors, dernier chapitre, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ça aussi, c'est connu, c'est fréquent, on en voit tous les jours. Généralement, c'est des réactions d'anticorps contre les antigènes de l'organisme lui-même, c'est-à-dire contre le soi. Puisque normalement, l'organisme reconnaît toujours ses propres éléments. Mais dans les maladies auto-immunes, vous avez un phénomène d'échappement et c'est des anticorps qui se dirigent contre les antigènes de l'organisme lui-même qui a produit ces anticorps. Voilà, on ne reconnaît plus le soi. Bon, c'est un peu littéraire, un peu philosophique, mais il faut l'apprendre comme ça. Alors, généralement, l'auto-immunité, c'est un mécanisme très agressif contre l'organisme lui-même. Alors, souvent, c'est des réactions d'hypersensibilité de type 3. C'est normal, parce qu'on produit des anticorps qui vont nous attaquer. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'hypersensibilité de type 3, elle fait intervenir les complexes humains antigènes-anticorps. Quand il y a un excès, ils vont se déposer dans l'organisme, et bien sûr, la phagocytose, elle va le reconnaître comme un corps étranger. C'est rare quand il s'agit c'est rarement où les maladies auto-immunes font intervenir les hypersensibilités de type 2 ou de type 3, mais ça existe. Et pour les réactions d'hypersensibilité aux complexes humains,
généralement, elles peuvent être systématisées ou bien qui vont juste se limiter à un organe. Par exemple, le glomérulonéphrite, ça va se limiter uniquement au niveau du rein. Alors que pour le syndrome de Gout-Pasture, c'est plutôt un tableau de maladies auto-immunes un peu plus généralisé, où plusieurs organes sont touchés. Alors, on va citer quelques-unes, parce que c'est un spectre large. Par exemple, les maladies auto-immunes localisées à un organe spécifique. Par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle la thyroïdite auto-immune, la thyroïdite d'Hashimoto. Ça, c'est un classique exemple où vous avez des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes de surface au niveau de la vésicule thyroïdienne. Vous avez le diabète du sujet jeune, ça aussi. Vous allez avoir des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes au niveau des îlots de Langerhans, qui ne produisent plus d'insuline, et donc vous avez la manifestation d'un diabète de type 1. Vous avez aussi l'exemple de la myasthénie, aussi c'est des anticorps qui sont dirigés contre la sérotonine au niveau des cellules musculaires striées. C'est ce qui donne cette pathologie qui est très très invalidante. Vous avez aussi d'autres exemples, les animaux hémolytiques, les gastrites, la maladie de passe d'eau. Vous voyez, donc c'est plusieurs exemples. Tout ça, c'est considéré comme maladie auto-immune. Voilà, sur le plan histologique, par exemple, on a ce qu'on appelle l'anémie de Brimmer. C'est une maladie auto-immune où vous avez la synthèse d'anticorps qui sont dirigés contre les antigènes de surface au niveau de la cellule pariétale et ça finit par donner ce qu'on appelle une maladie de Brimmer. Bien sûr, c'est une maladie qui va évoluer vers l'atrophie, vers la métaplasie et le risque le plus important, c'est l'installation d'une tumeur, soit neuroendocrine, soit adénocarcinome. Donc vous voyez, c'est très important de détecter ces maladies auto-immunes. Et vous avez les maladies généralisées. Alors là, vous avez un florilège d'exemples. Vous avez par exemple le lupus érythémateux disséminé, vous avez les polyarthrites rhumatoïdes, les périartérites noueuses. Tout ça se manifeste par un tableau généralisé de maladies auto-immunes avec une symptomatologie très variable. Et ça, c'est très difficile parfois de poser le diagnostic à titre précoce parce que les manifestations sont tellement peu spécifiques qu'on peut passer à côté d'une maladie auto-immune. Alors généralement, c'est des anticorps dirigés contre des antigènes avec des exemples, par exemple, ici, dans les maladies comme le lupus érythémateux disséminé ou les polyarthrites, vous avez des anticorps dirigés contre l'ADN ou bien les enzymes mitochondriaux. Donc tout ça, ça va agresser la cellule et là, tous les anticorps quasiment sont dirigés contre l'ADN de l'organisme qui a lui-même synthétisé ces anticorps. Voilà, vous avez la poliomyélite, les vascularites, le syndrome de Gougerot. C'est une multitude de maladies auto-immunes et bien sûr avec une sévérité à des degrés très variables. Regardez, ça c'est une périarthrite noueuse. Vous voyez déjà, c'est un vaisseau qui est très agressé par des éléments inflammatoires. Regardez, ça pénètre. Regardez, il y a des éléments inflammatoires qui pénètrent le vaisseau, qui l'agressent. Voilà, il y a l'installation aussi d'une fibrose. Vous pouvez avoir même une thrombose. Le vaisseau est complètement thrombosé. Et c'est ce qu'on cherche généralement sur le plan anatomopathologique. On va directement, par exemple, sur une biopsie cutanée, dans un lupus ou dans une polyarthrite noueuse, on va se diriger directement à regarder le vaisseau. Dès qu'on voit le vaisseau épais, avec une lumière très réduite et des éléments inflammatoires qui le phagocytent comme ça, on suspecte, parce que les éléments inflammatoires n'ont pas agressé à l'état normal le vaisseau. Dès qu'elle commence à agresser le vaisseau, il s'agit probablement d'une maladie auto-immune avec des éléments inflammatoires, des anticorps dirigés contre la cellule de l'organisme. Et enfin, vous avez les déficits immunitaires. Alors là, soit vous avez un déficit de synthèse d'anticorps,
ou bien c'est généralement c'est une action des cellules phagocytaires très importante, l'action aussi du complément qui est synthétisé de façon très excessive. Sur le plan histologique, les déficits immunitaires, on n'y voit pas grand-chose. Donc la biopsie ou l'examen histologique ne va pas apporter un plus dans ces déficits immunitaires. Voilà, l'anatomopathologie n'a pas d'intérêt dans ces diagnostics, mais c'est surtout l'intérêt pour mettre en évidence les complications. Voilà, c'est à nous de faire les complications. C'est lié, par exemple, les infections opportunistes. Par exemple, un malade porteur de sida, on va pas, nous, sur le plan anapath, porter le diagnostic de sida, parce qu'il faut mettre en évidence surtout le virus lui-même. Mais nous, on peut, sur le plan anatomopathologique, mettre en évidence des infections opportunistes. Par exemple, un problème pulmonaire, on fait des biopsies, on peut mettre en évidence tout ce qui est infection opportuniste et tout ce qui est syndrome lymphoprolifératif, c'est-à-dire l'installation d'un lymphome. On sait bien que les malades porteurs de sida, généralement, au-delà des infections opportunistes récurrentes, ils peuvent développer des tumeurs malignes, type lymphome, type sarcome de Kaposi ou sarcome vasculaire, tout court. Donc c'est là où l'anapathe intervient. Donc pour détecter les conséquences, par exemple, d'une infection virale, que ce soit le sida ou l'hépatite B ou ce que vous voulez. Voilà, il peut y avoir aussi un défaut ou bien un déficit immunitaire lié à une déficience de la réponse inflammatoire, c'est-à-dire la réponse inflammatoire, elle n'est pas de qualité, ou bien elle n'est pas suffisamment importante sur le plan quantitatif pour réagir à d'éventuelles agressions. Ça, on le voit surtout dans l'aplasie médulaire, parce que tous les éléments inflammatoires, les lymphocytes, les plasmocytes, ils sont synthétisés dans la moelle. Si vous avez une aplasie médulaire, c'est-à-dire que vous n'avez plus de moelle, donc il n'y a plus de production. Donc la réponse n'est plus entretenue. Ça, c'est très important. Ou bien vous allez avoir un problème qualitatif, c'est-à-dire les cellules, elles sont là, elles sont présentes, mais pas assez efficaces. Et ça rentre dans le cadre de syndromes, dans le nom, vous voyez, c'est des noms un peu... par exemple, celle-ci, c'est la maladie des gâchis. Voilà. Et vous pouvez avoir de ce qu'on appelle des anomalies de la phagocytose ou bien un déficit d'opsonisation. C'est-à-dire que le phénomène d'opsonisation, c'est-à-dire que le macrophage va épouser ou s'attacher aux germes étrangers, cette action ne marche pas très bien. Donc un problème d'opsonisation ou bien carrément déficit dans la synthèse du complément. Vous avez des compléments qui ne sont pas suffisamment synthétisés ou bien qui n'ont pas une bonne qualité pour agir. Tout ça, ça rentre dans les déficits immunitaires liés à la réponse inflammatoire. Voilà, vous avez aussi les déficiences, par exemple, vous avez la gamma-globulinémie de Burton aussi, c'est un déficit de la réponse immunitaire. Vous avez le syndrome d'hyper-IgM, ça s'appelle comme ça. Vous avez les hypoplasies thymiques. Tout ça, c'est des pathologies dans lesquelles la réponse immunitaire est de mauvaise qualité. Ou bien, ça peut être aussi des réponses immunitaires déficitaires secondaires. Par exemple, chez des patients suivis pour des tumeurs chez lesquelles on instaure une thérapie, la chimiothérapie. Il faut savoir que la chimiothérapie, elle va léser les cellules tumorales, mais comme effet secondaire, elles vont s'attaquer aussi aux cellules normales. Et dans ce cas-là, la réponse immunitaire aussi, elle chute et ça provoque aussi un déficit immunitaire, ce qu'on appelle secondaire, parce qu'il n'est pas, c'est plutôt acquis, c'est pas inné, c'est quelque chose de secondaire et on le voit aussi même dans les lymphomes ou bien le sida. Ça c'est un exemple très classique aussi, qu'on voit souvent. Voilà, ça c'est un sarcome vasculaire chez les patients sidéens. Ça aussi, c'est lié à un déficit immunitaire. Vous avez l'installation d'un sarcome. Et là, ce qu'on appelle un sarcome vasculaire type
sarcome de Kaposi. Donc vous voyez, quand la réponse immunitaire n'est pas de qualité, quand il y a une infection qui va provoquer une immunosuppression ou atténuation de la réponse immunitaire, qu'elle soit de qualité ou de quantité, ça peut évoluer vers vraiment des catastrophes. Alors, en conclusion, donc tout ce qui est affection immunitaire, c'est un domaine très très vaste. Je vous ai résumé, je vous ai donné l'essentiel, et l'anapath elle est importante, bien sûr, non seulement dans la qualité, l'amélioration de la qualité du diagnostic, mais aussi dans la détection des maladies auto-immunes, comme par exemple tout ce qui est diabète, tout ce qui est sclérose en plaques, tout ce qui est maladie, surtout maladie de greffon, ce qu'on appelle maladie de greffon, ou le rejet de greffon. C'est là où l'anatomopathologie intervient, ou bien sur les conséquences des maladies auto-immunes, pour le suivi et l'évaluation du traitement des patients porteurs d'une maladie auto-immune. Nous, on peut intervenir. C'est l'exemple type, c'est la maladie de Birmer. Généralement, on fait des gastrites, ils font des gastrites chroniques avec de l'atrophie, de la métaplasie, et le malade doit subir de façon continuelle, rythmique, des biopsies de contrôle. Donc à chaque fois pour surveiller cette maladie de Birmer. C'est ça l'intérêt aussi de l'anatomopathologie. Et bien sûr, détecter tout ce qui est tumoral, notamment les lymphomes ou les tumeurs neuroendocrines, parce que ces maladies auto-immunes, à la longue, il peut y avoir des tumeurs malignes qui vont se greffer sur ces maladies. Et ça, c'est l'intérêt de l'anatomopathologie pour les détecter rapidement. Voilà, je vous remercie.